Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire au sein de notre CCI où nous allons aujourd'hui évoquer la reprise d'entreprise. Je suis Marie-Luce Boson, je suis élue de cette chambre de commerce, je préside la commission création, reprise, transmission d'entreprise. Je représente, j'espère que je vais représenter dignement notre président qui ne peut être des nôtres aujourd'hui et qui vous prie de l'en excuser. À mes côtés, qui vont intervenir tout au long de cette soirée et nous remettrons le masque au fur et à mesure et nous l'enlèverons à chaque intervention. Noël Petit, qui est responsable du service entrepreneuriat au sein de notre chambre. À ses côtés, David Rage, qui est dirigeant du cabinet Fusax Partner, qui est expert en cession-acquisition d'entreprise. Et chacun abordera cette problématique de la cession et de l'entreprise en fonction justement de son expertise. Céline Chassagnette, qui est expert comptable, et Nicolas Bourbon, qui est chargé de création reprise au sein du Crédit Agricole Centre France. Alors, je vais laisser d'abord Noël qui va nous brosser un peu la dimension, le décor de ce marché de la reprise au sein de notre territoire du Puy-de-Dôme et qui va également évoquer un outil dont nous sommes très fiers sur cette région Auvergne qui est Transentreprise. Je me rhabille, Noël, et vous pouvez enlever le vote. Merci Marie, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais juste apporter quelques points d'introduction. Alors, tout d'abord, un mot sur notre tissu économique. Nous avons un tissu économique qui est composé de toutes petites entreprises. Alors, c'est vrai à l'échelle du département, c'est vrai à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est vrai aussi à l'échelle de notre pays. Globalement, à quelques pourcentages près, pour ce qui concerne Auvergne-Rhône-Alpes, 72% des entreprises n'ont pas de salariés et 23% des entreprises ont entre 1 et 9 salariés. Donc globalement, 95% des entreprises de notre territoire, ce sont des entreprises de moins de 10, avec un effectif de moins de 10 salariés. Et donc, évidemment, il n'y a que 5% de nos entreprises qui dépassent le seuil des 10 salariés. Donc, ça veut dire qu'en fait, en matière de reprise d'entreprise, il y a deux marchés. Il y a un marché qui concerne la très petite entreprise qu'on va appeler le fonds de commerce, ou les fonds artisanaux. Et puis, il y a un marché qui concerne plus généralement, on va dire, la TPE-PME, puisque bon, une TPE, la définition européenne, c'est moins de 10 salariés, mais une TPE avec 7 salariés, elle rencontre les mêmes problématiques qu'une PME qui en a 12 ou qui en a 15. Donc globalement, voilà, il y aura ce distinguo à faire. Et c'est vrai que sur ces deux marchés distincts, on ne va pas les approcher de la même manière, puisqu'ils sont quand même particulièrement différenciés. Alors tout d'abord, pour les fonds de commerce, sur le marché des fonds de commerce, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc on a une offre qui est supérieure à la demande, alors que inversement, sur le marché de la TPE-PME, là, on a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc c'est vrai que c'est un marché qui est plutôt profitable aux vendeurs. Bon, quoi qu'il en soit, finalement, lorsque on souhaite racheter une entreprise, l'important, c'est de bien cadrer son projet entrepreneurial. Donc, c'est-à-dire, on va le cadrer à travers une fiche de cadrage, lorsqu'on a ce projet de reprise, où on va déterminer quelle est la typologie d'entreprise que je souhaite prendre, que je souhaite racheter, quel secteur d'activité j'envisage de réaliser, quel est le budget qu'il va falloir que je mobilise, au regard de l'apport personnel que je vais pouvoir apporter, et puis ce que je vais pouvoir potentiellement pouvoir lever comme concours bancaire. Donc tout ça, y compris bien évidemment sur quelle zone géographique je recherche, puisque il va falloir se fixer des limites. Et donc c'est à travers toute cette fiche de cadrage que vous allez réaliser, c'est à travers cette fiche que vous allez pouvoir préciser aussi ce que vous souhaitez, puisque vous ne souhaitez pas. Effectivement, vous pouvez dire que vous ne voulez pas chercher dans tel ou tel secteur d'activité, parce que vous estimez qu'il faut des compétences minimum dans ce secteur et que vous ne les avez pas.
ou que c'est un secteur avec lequel vous n'avez pas beaucoup d'appétence. Et à ce moment-là, c'est aussi l'occasion de pouvoir déterminer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. D'ailleurs, à propos de compétences, effectivement, ce sera aussi l'occasion de faire un point sur votre savoir-faire et éventuellement sur les carences que vous pourriez avoir, et notamment en matière du futur métier de chef d'entreprise que vous envisagez. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude, lorsque on accompagne des repreneurs d'entreprise, c'est de faire un point sur leur connaissance au niveau du métier de chef d'entreprise et de les encourager vivement à aller se former. Et d'ailleurs pour ça, on a au sein de notre chambre de commerce CCI Formation qui propose tout au long de l'année des formations de moyenne et de longue durée. Il y a tous les formats. Je pense à une en particulier qui s'appelle Profession chef d'entreprise et qui permet véritablement de performer un porteur de projet au niveau j'allais dire, de l'ensemble des tâches qu'il va devoir réaliser lorsqu'il sera dirigeant. Voilà. Alors, un point également important, c'est que lorsqu'on recherche une entreprise, il faut être patient. Il faut être patient parce que au niveau des délais, alors tout dépend ce qu'on va cibler, mais pour un fonds de commerce ou un fonds artisanal, c'est au minimum, c'est 6-8 mois, et encore, voilà, c'est quand tout se passe très bien. Et lorsque je suis plus sur des cibles TPE, PME, là, il faut plutôt prévoir des délais variant entre 10, 12, voire 18 mois, puisque même j'allais dire, il y a le temps de la recherche d'une part, et puis ensuite, il y a le temps pour réaliser l'ensemble des étapes, les diagnostics, les recherches de financement, les business plans, lever tous les doutes, incertitudes et questionnements que vous avez sur la reprise. Tout ça, ça prend du temps. Et donc, il faut être patient lorsque on est en phase de recherche. Alors, comment rechercher une entreprise à reprendre? Eh bien, il y a plusieurs manières, bien sûr. La plus classique et la plus naturelle, c'est d'aller consulter des bases d'entreprises à reprendre. Et donc, pour cela, on a un outil que vous évoquiez, qui s'appelle Transentreprise, qui est un outil qui a été développé conjointement entre le réseau des CCI et le réseau des chambres de métiers. On peut le dire, c'est un outil qui est né en Auvergne, initialement. Alors, Transentreprise, c'est quoi? Donc, c'est une plateforme qui permet d'aller consulter des annonces de reprise d'entreprise et cette plateforme, elle couvre quasiment la totalité du territoire national. Je crois qu'on n'est pas loin de 80 départements. Globalement, il y en a une centaine en France. Donc, j'allais dire, à part le côté nord-ouest, Bretagne, qui normalement n'est pas dans la liste, vous avez la possibilité d'aller consulter des annonces d'entreprises à céder sur l'ensemble de notre territoire. Alors, donc, les cédants vont pouvoir y déposer des annonces et vous, en tant que repreneur, vous allez pouvoir aller les consulter, mais vous allez aussi pouvoir vous inscrire sur ce site en tant que repreneur pour faire savoir, faire connaître votre projet de reprise d'entreprise. Et l'intérêt de cette démarche, en fait, donc nous, on invite bien sûr toutes les personnes qui ont un projet de reprise à aller s'inscrire en qualité de repreneur sur le site Transentreprise, puisque en étant inscrit en tant que repreneur, vous avez la possibilité d'être vu, et notamment par des intermédiaires en acquisition d'entreprise, en cession-acquisition. En fait, globalement, on a des intermédiaires qui peuvent avoir des offres d'entreprise à proposer et ils vont aller consulter la base des repreneurs pour voir les profils qui sont présents dans cette base et voir si éventuellement ils n'ont pas dans leur portefeuille des annonces d'entreprise qui pourraient matcher avec le projet que vous avez décrit sur le site. Voilà. À noter également, le site Transentreprise, il permet aussi d'aller consulter des annonces
si vous recherchez ce qu'on appelle des droits au bail, hein, un droit au bail, un pas de porte, ou même un local commercial. Donc il y a cette facette fonds de commerce, et puis il y a cette facette aussi locaux professionnels ou locaux commerciaux. Alors, l'avantage de ce site, c'est que vous pouvez mettre en place une veille qui vous permet d'avoir connaissance des dossiers qui rentrent, bien sûr. Par contre, effectivement, l'inconvénient, c'est que comme l'information, elle est visible de tous, elle est consultable facilement, eh bien, vous allez avoir en face de vous un peu plus de concurrents, hein, repreneurs également. Et voilà, et du coup, il y aura aussi cette compétition entre les acheteurs, puisque l'accès à l'information est facile. Alors, pourquoi je parle de l'accès à l'information? C'est justement parce que sur le site Transentreprise, en fait, il est à l'image du tissu économique dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que sur ce site, on va retrouver majoritairement des annonces pour du fonds de commerce ou du fonds artisanal, effectivement, puisque c'est les plus nombreux. Il y aura aussi sur le site des annonces concernant de la TPE et de la PME, mais en moindre quantité, bien évidemment, puisque, comme on l'a vu, c'est des entreprises qui sont beaucoup moins nombreuses que peuvent l'être la cession de fonds de commerce. Voilà, alors, du coup, cette base de données, cette base d'entreprises ACD, Transentreprise, il y en a d'autres aussi, hein, donc évidemment, quand on est en phase de recherche, on va aller consulter toutes ces bases. Il y en a qui sont également spécialisées par profession, je pense au BTP hein, par exemple. Donc voilà, en fonction de ce que vous allez rechercher, vous allez orienter votre recherche au travers ces bases de données. Par contre, lorsqu'on va rechercher des cibles type TPE, PME, là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que c'est différent. D'abord, c'est un marché qui est plutôt confidentiel et du coup, l'accès à l'information est beaucoup moins facile que peut l'être lorsque l'on recherche un fonds de commerce. Et donc là, ça va demander de la part du repreneur des démarches pour activer des réseaux, pour aller chercher de l'info, pour aller questionner et j'allais dire essayer de voir un petit peu où peuvent se trouver les annonces et les dossiers ACD, hein, puisque sur un marché comme ça, c'est souvent atomisé. Et là, effectivement, c'est là où il y a des étapes qui sont un petit peu plus compliquées que pour un fonds de commerce. Voilà. Merci beaucoup Noël, merci pour cette présentation un peu générale, on vient de le voir, et puis surtout sur l'accompagnement qui peut être mis en place au sein de notre chambre de commerce, puisque Noël ne l'a pas évoqué, mais nous avons bien sûr des collaborateurs qui accompagnent dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Avant de poursuivre avec David, j'en profite pour vous rappeler le chat sur lequel vous pouvez déposer vos questions. Bien sûr, nous y répondrons au fil des interventions. Julie, que je remercie avec son équipe d'animer le back-office de ce webinaire, a mentionné entre autres le site internet de Transentreprise que vous pouvez y retrouver et vous pouvez aller consulter les offres qui sont déjà déposées. Alors David, donc vous dirigez le cabinet Fusax Partners, vous êtes un expert depuis plusieurs décennies de la cession reprise d'entreprise, la cession reprise d'entreprise. Noël vient d'évoquer cet environnement de TPE que nous avons sur notre territoire. Il vient d'évoquer la patience qu'il faut avoir quand on est dans le cadre d'une reprise. Et justement, comment est-ce qu'on va faire matcher un repreneur, un cédant? Comment est-ce qu'on va l'accompagner dans cette recherche de cible et la mise en place de ces indicateurs? Alors, effectivement, pour resituer, par rapport à ce que disait Noël, effectivement, je vais vous parler davantage du marché de la TPE-PME en se disant que la TPE débarque autour de 8 à 10 salariés. C'est là où, comme ça a été dit, on est plutôt positionné sur un marché confidentiel où effectivement le repreneur va devoir un peu s'armer de patience pour arriver à trouver une cible, énormément travailler son projet en amont,
de manière à ce qu'ils ne se dispersent pas dans les différents réseaux de communication que l'on peut trouver autour de l'entreprise. Et ensuite, explorer le marché qui, je dirais, est à 80% un marché caché sur cette cible d'entreprise, contrairement effectivement à ce qu'on peut trouver sur des cibles plutôt TPE, commerce, artisanat. Donc toute la problématique, c'est effectivement d'arriver à effectuer le rapprochement entre le repreneur et le bon cédant ou la bonne entreprise, sachant que là, comme l'a dit Noël précédemment, la proportion s'inverse. On a plutôt 3 repreneurs pour une entreprise à céder, et cette entreprise à céder, dans 80% des cas, elle va être sur le marché caché. Donc très compliqué d'y accéder. Alors pour y accéder, moi je préconiserais tout d'abord d'avoir une démarche la plus professionnelle possible et donc de se préparer à 120% pour son projet de reprise d'entreprise. Ça veut dire se donner de la disponibilité. C'est presque une activité à temps plein de rechercher une entreprise. Alors moi je vois des salariés qui recherchent des entreprises, mais voilà, ils ont toujours du mal parce que on a du mal à travailler sur le projet, on a du mal à caler les rendez-vous avec les cédants, on a du mal à caler les rendez-vous avec les experts. Donc à partir du moment où on ne se donne pas suffisamment de liberté pour trouver une entreprise, déjà on se met un petit handicap sur un marché qui déjà est assez compliqué d'accès. Donc se donner de la disponibilité, se donner du temps aussi et de la patience, puisque comme ça a été dit, c'est une activité qui va prendre du temps, et effectivement sur de la TPE-PME, on est en moyenne sur des démarches qui vont aller de 12 à 18 mois pour arriver à concrétiser. Se professionnaliser, effectivement, pouvoir être capable d'aborder le jour où on rencontre un chef d'entreprise ou un de ses conseils, de manière globale, l'ensemble des activités de l'entreprise. Savoir de quoi on parle quand on parle de ressources humaines, de valorisation d'entreprise, de thématiques éventuellement techniques liées à l'entreprise. De pouvoir aussi se familiariser avec les différents outils de la reprise d'entreprise et les éléments juridiques et financiers qui vont être mis en place. La société holding de rachat, les clauses de complément de prix, la garantie actif-passif, les crédits vendeurs, enfin voilà, tout cet environnement qui est spécifique à la reprise d'entreprise, plutôt TPE et PME, qu'il va falloir s'approprier en tant que repreneur candidat à trouver une entreprise. Se dire aussi que cette approche, elle doit être la plus réactive possible. C'est-à-dire d'être prêt en gros à dégainer dès qu'on a une entreprise cible qui est identifiée. Ça veut dire au préalable avoir imaginé son environnement juridique et financier de reprise, avoir mobilisé, ou en tout cas réservé son apport financier, avoir peut-être déjà eu des contacts avec un certain nombre d'experts pour calibrer son projet correctement. Et là, moi, je préconise toujours, en amont de la recherche, parallèlement à cet aspect de professionnalisation de la recherche, de se constituer son équipe de conseil. Donc, expert comptable, banquier, juriste, avocat ou notaire, éventuellement un expert en cession-acquisition qui va accompagner à la recherche de cibles. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'on est bien armé pour s'engager sur ce projet, après on va y aller, on va essayer de trouver des contacts, donc éventuellement par l'aspect site internet, mais où on va trouver que le marché est visible et pas le marché caché. Et ensuite à travers une véritable recherche terrain, voilà, qui va permettre d'avoir l'information d'une entreprise qui sera à céder à court terme, d'avoir l'information au bon moment et de pouvoir enclencher le projet voilà, de façon sereine. Alors pour cela, on constitue son équipe d'experts et ensuite on avance généralement par réseau professionnel. Moi dans mon activité j'identifie à peu près sur la place de Clermont et du Puy-de-Dôme une 50aine d'experts qui sont susceptibles d'avoir des entreprises à céder. Donc, soit en tant que repreneur, vous allez tous les voir les uns après les autres. Par le plus grand des hasards, peut-être à un moment donné, vous allez taper à la porte de quelqu'un qui aura l'entreprise qui vous correspond. Mais c'est souvent pas comme ça que ça se passe. Donc, le mieux est plutôt en constituant son équipe, effectivement, d'avoir la possibilité d'avoir un interlocuteur qui va pouvoir rayonner sur l'ensemble
du réseau et justement capter la bonne entreprise au bon moment. Un autre message important aussi que je passe à ce stade-là, c'est que l'entreprise idéale n'existe pas. Jamais un repreneur va trouver l'entreprise qui coche toutes les cases telles qu'il se l'imagine, lui, dans sa démarche de reprise. Donc il faut être capable aussi d'être assez agile en termes de ciblage d'activités. Alors c'est important quand on s'engage dans une recherche de bien cibler les activités que l'on recherche, mais on a peut-être un premier cercle d'activités recherchées qui est le cœur de cible. Et ensuite, on va avoir des cercles qui vont peut-être s'éloigner un petit peu du cœur de cible, mais sur lesquels on va quand même se positionner et en tout cas être à l'écoute d'éventuelles opportunités. Donc voilà, cibler, mais être quand même ouvert à d'autres cibles, à d'autres entreprises de manière plus élargie. Et puis voilà, surtout se faire accompagner de manière à mener le projet de façon structurée, professionnelle. Également de parvenir en permanence, une fois qu'on aura lancé cette démarche, à identifier 2 ou 3 projets sur lesquels on va pouvoir se positionner en parallèle, de manière justement à ce que lorsqu'on s'engage sur un projet, si jamais pour une raison ou pour une autre il ne va pas au bout, de pouvoir rebondir assez rapidement. Le temps long dont on vous parle depuis le début sur un projet de reprise d'entreprise, il est constitué en premier lieu du temps nécessaire à faire sortir du marché caché une entreprise intéressante. Donc ça c'est très long. Si effectivement le projet tombe à l'eau en cours de route, hop, on va s'engager sur un nouveau temps long qui va d'autant plus décaler le projet. Donc ça c'est un temps incompressible. Après, une fois qu'on a trouvé l'entreprise, on a d'autres délais incompressibles qui sont importants et qu'il faut avoir en tête. Parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on trouve une entreprise que derrière, il faut se dire qu'on va concrétiser dans le mois qui vient. On a des délais juridiques, des délais financiers qui vont faire que tout ça va quand même prendre du temps. Et donc, être prêt effectivement à rebondir sur un autre projet si nécessaire, de manière à parvenir aux objectifs de reprise dans un temps forcément contraint, parce que on a tous des contraintes personnelles. Lorsqu'on est indemnisé par Pôle emploi par exemple, c'est bien parce qu'on peut être financé pour sa recherche d'entreprise et même ensuite une fois que l'entreprise est reprise, mais par contre on a un délai quand même qui est contraint et voilà, un délai d'indemnisation qui va vite arriver à son terme et au bout duquel on aura forcément un problème de ressources financières. Voilà, donc tout ça s'imbrique de façon un petit peu désordonnée peut-être, mais le fait de se faire accompagner et d'avoir les bons experts autour de soi permet en principe d'avancer et d'atteindre cet objectif de reprise d'entreprise. Ce message de dire qu'il y a de la concurrence entre repreneurs et que le marché est essentiellement caché ne doit pas quand même occulter le fait que le marché est existant. On a une génération de chefs d'entreprise qui est plutôt dans des âges relativement élevés. Quand on regarde, on a beaucoup de chefs d'entreprise entre 55 et 65 ans qui vont forcément devoir passer la main à un moment donné. Donc le marché existe, il faut le prospecter. Donc ce marché potentiel, il est intéressant. On a une situation économique qui fait aussi que certains chefs d'entreprise vont quelque part se dire on a une crise importante, mon entreprise a un peu souffert, est-ce que c'est pas le bon moment pour passer à autre chose? Donc ça va, je pense, amener des entreprises sur le marché. Où on a aussi des entreprises qui ont très bien passé la crise. On a quand même eu cette alerte importante de la crise et des chefs d'entreprise qui vont se dire mon entreprise va bien, j'en profite pour la vendre tout de suite parce qu'après on ne sait pas quand la prochaine crise va arriver et peut-être qu'elle sera encore pire ou que mon entreprise sera davantage touchée que par la crise Covid. Donc voilà, tout un contexte qui fait que le marché est existant. Il est caché, il faut se donner les moyens de l'explorer pour arriver à effectuer des belles reprises d'entreprise. Et des belles reprises d'entreprise, on en a heureusement très, très régulièrement et des entreprises qui permettent du coup
d'enrichir le tissu économique et de maintenir l'emploi sur le territoire. David, tout à l'heure, Noël parlait de transentreprises, vous parlez de cette notion de cœur de cible. Nous avons dans le chat une question qui évoque les plateformes dédiées au BTP ou aux services. Votre message en quelques mots, c'est qu'il faut chercher partout. Il faut chercher partout, mais il faut chercher de façon structurée. Voilà, c'est pas de se disperser partout. Effectivement, la question qui parle des activités au BTP ou services suppose que la personne a déjà identifié ce type d'activité. Donc c'est vrai que l'intérêt, c'est de pouvoir s'orienter vers les bonnes ressources pour trouver des cibles. Voilà, tout en restant ouvert effectivement à des choses par ailleurs. Mais effectivement, le fait d'être ouvert à toutes les possibilités, de chercher un peu partout, d'être capable de rebondir, d'être agile. Peut-être d'aller voir la Fédération du bâtiment, exactement, peut-être d'aller se rapprocher d'autres chambres, de la Chambre des métiers. Ce sont également d'autres ouvertures et d'autres portes à passer. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut aussi en parler. Et quand on recherche une entreprise, il faut en parler, y compris dans son cadre familial. Puisqu'on a souvent des entreprises qui se vendent parce que la personne a une information via un fournisseur ou via une connaissance d'une connaissance. Et donc, voilà, le message, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'avoir l'information, la bonne information au bon moment. Et effectivement, il faut tout azimut déployer ses recherches. C'est vrai. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Vous parliez, David, d'agilité, de réactivité et puis surtout de cette notion très intéressante de constituer une équipe en amont, y compris même si l'on n'a pas encore, j'ai presque envie de dire, surtout même si l'on n'a pas encore trouvé son entreprise cible. Alors, Céline Chassagnette, vous faites partie de cette zone-là d'experts qui doivent impérativement accompagner un repreneur d'entreprise, l'accompagner dans la compréhension de son cédant, mais peut-être aussi dans comment anticiper la pérennisation qu'il doit y avoir autour de cette cession. Alors, comment est-ce qu'on brosse le paysage là ? Alors, effectivement, oui, on va, en tant qu'expert comptable, accompagner nos clients dans une partie de leur formation au métier de chef d'entreprise. On va essayer d'agir pleinement là-dessus, et notamment, bien entendu, autour des aspects liés à la gestion et au financement de l'entreprise. Alors, donc certes, 2021 est une année un petit peu particulière pour la reprise d'une entreprise. On a eu pas mal de secousses, les entreprises ont connu pas mal de secousses les années précédentes. Pour autant, il ne me semble pas que ça soit une année particulièrement plus difficile que les autres. Simplement, les repreneurs vont devoir faire preuve peut-être de plus de vigilance et avoir vraiment des points d'attention particuliers au moment de leur reprise. Alors, on va le voir notamment au travers de l'analyse de la cible de l'entreprise qui aura été choisie par le repreneur. Dans le bilan, notamment, on pourra s'attacher, à mon avis, au parc d'immobilisation de la structure, à ses moyens matériels, parce qu'on a connu une grande évolution, en fait, déjà des habitudes des consommateurs, et puis aussi une évolution technologique qui fait que peut-être que certains parcs matériels peuvent être vieillissants. Donc je pense qu'il faut avoir une vigilance déjà là-dessus, puisque ça peut engendrer des investissements pour l'avenir assez conséquents. D'autre part, dans le bilan, on trouvera aussi des éléments autour de l'équilibre financier de la société, alors notamment sa trésorerie bien sûr, et les financements auxquels elle a fait appel. Alors je pense bien entendu au PGE, puisque beaucoup d'entreprises ont souscrit des PGE, ce qui a été un pansement formidable d'ailleurs, notamment pendant le confinement. Mais voilà, encore faut-il que les entreprises soient en mesure de rembourser ces PGE par la suite. Donc il va falloir l'analyser et le prouver et l'intégrer à son projet. Quand on analysera, le compte de résultat de l'entreprise, là encore, on va décortiquer. Alors là, il va vraiment falloir rentrer dans le détail tous les éléments qu'on va trouver concernant l'entreprise cible, notamment le chiffre d'affaires. Alors, on peut avoir le cas d'une entreprise qui a un peu surperformé pendant les confinements, pendant les couvre-feux, pour diverses raisons. Pour autant, on peut imaginer que cette surperformance ne soit pas pérenne. Voilà, donc il va falloir vraiment rentrer dans le détail, se poser la question, est-ce que le chiffre d'affaires évolue positivement, négativement ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui engendrait ça ? Et surtout, est-ce que sur le long terme, je pense que cette situation va pouvoir continuer comme ça. Peut-être pour simplifier, je vous interromps 30 secondes, puisqu'il nous est demandé ce que veut dire
Ah, pardon, PGE. excusez-moi. Oui. Voilà, le jargon. Non, mais vous excusez-moi, j'aurais dû m'excusez. vous interpeller avant parce Oui, que tout à fait. désolé à nos auditeurs puisque nous évoquons tout le temps le PGE. Oui, tout à fait, oui, oui. Alors, les PGE, en fait, sont des prêts garantis par l'État que les entreprises ont pu souscrire dans le cadre de la crise du Covid-19 afin de maintenir une trésorerie suffisante pendant cette période un petit peu compliquée. Voilà, donc beaucoup d'entreprises ont fait appel à ce type de financement. Là, à l'heure actuelle, les PGE sont toujours en cours, ils ne sont pas commencés de rembourser, hein, je parle sous votre contrôle. Tout à fait. Voilà, mais ils vont soit pas tarder à l'être ou l'être au plus tard, je pense, dans un an, hein, ça va être au printemps 2022, où les remboursements vont commencer. Donc il faudra en avoir les moyens, effectivement. Je vous laisse poursuivre. Je vous remercie. Voilà, et merci encore une fois, pardon, pour Oui, les ce acronymes, raccourci de c'est langage. vrai que... Et merci à Julie qui l'a écrit. Alors donc voilà, je vous parlais donc du chiffre d'affaires dans l'analyse du compte de résultat. On va détailler bien sûr tous les points, hein, voir comment l'entreprise s'est comportée, est-ce qu'elle a eu des frais supplémentaires ou des frais en moins liés justement à cette crise-là, ce qui peut vraiment distordre les comptes et nous donner une fausse image des besoins financiers de l'entreprise. Et à mon avis, il faut également avoir une attention particulière sur la masse salariale et je dirais plus généralement sur la composition de l'équipe. Voilà, parce que plus que jamais, les équipes sont importantes. Les salariés de l'entreprise voilà, ont tenu bon pendant la crise, vont être là plus tard. Voilà, je pense qu'il faut que les équipes soient conscientes que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 30 ans et on va devoir être agile, se former, évoluer ensemble et voilà, un petit peu se battre contre des circonstances qui, comme on l'a vu, peuvent de temps en temps nous surprendre. Voilà. Alors sur la partie évaluation maintenant de l'entreprise, à mon sens, les méthodes d'évaluation n'ont pas vraiment changé depuis la crise du Covid-19. Pour autant, on va prendre en compte les différents éléments que j'ai évoqués plus haut. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter, à mon avis, bêtement entre guillemets, d'appliquer les statistiques du secteur, de faire une évaluation simple par rapport au chiffre d'affaires, par rapport à l'EBE, des choses comme ça. Il va falloir, à mon avis, retraiter un petit peu tout ça pour tenir compte de la façon dont l'entreprise a vécu la crise et voilà, retraiter du coup à la hausse ou à la baisse l'évaluation qu'on aurait faite de manière un petit peu plus classique auparavant. Voilà. Bon, donc de toute façon, ce qu'on peut retenir de tout ça, je pense, c'est que un repreneur d'entreprise en 2021 doit plus que jamais être un professionnel en fait de la reprise d'entreprise, s'être formé en amont et être capable également, je pense, de le démontrer dans le cadre de son projet. C'est-à-dire, il faut que ça se ressente dans le business plan, dans les échanges avec les différents partenaires. Voilà, ça me paraît primordial et ça sera extrêmement utile aussi pour la suite de la vie de l'entreprise. Et cette vie de l'entreprise, merci Céline, elle va forcément également s'adosser à des fonds, à du financier, à un financement initial. Et Nicolas Bourbon, donc vous êtes chargé de création reprise au Crédit Agricole Centre France. Peut-être déjà nous balayer un peu, la Banque de France a fait beaucoup d'analyses perspectives de ce qu'a été 2020, donc peut-être nous réévoquer cette dimension. Et puis, eh bien 2021, est-ce que c'est belle? Est-ce qu'on continue? Est-ce que c'est plus ou moins difficile, comme l'évoquait Céline? Comment est-ce que vous voyez ça au sein du Crédit Agricole? Alors, c'est clair que aujourd'hui, moi, ce que je veux vous délivrer, c'est plutôt un message optimiste, dans le sens où aujourd'hui, il y a quand même des belles perspectives pour l'année à venir. Un petit rappel donc sur l'année écoulée, forcément un contexte inédit pour tout le monde. Donc nos clients, d'une manière générale, professionnels, ont quand même souffert. Il faut le souligner, tous les secteurs. Je vais enfoncer des portes ouvertes aujourd'hui, mais tous les secteurs café, hôtel, restaurant, les services, l'événementiel, le monde de la nuit. Ont souffert malgré bien sûr tous les dispositifs qui ont été mis en place. Donc c'est clair que le PGE aujourd'hui, le prêt garanti par l'État, forcément les banques d'une manière générale, le Crédit Agricole Centre France a été au rendez-vous de ces PGE parce qu'il le fallait. C'était un véritable oxygène nécessaire à la survie de nos entreprises en local. De la mise en place bien sûr des pauses sur les financements pro en cours.
Bien sûr, au Crédit Agricole Centre-France et d'une manière générale, les banques ont joué le jeu de conserver leur réseau d'agences ouvertes pour répondre au quotidien aux besoins des clients. Paradoxalement, quand même, à cette crise sanitaire, on a plutôt un recul positif de cette année 2020, puisque sur le marché de la création reprise, on a observé une croissance de plus 15%, ce qui est plutôt quand même paradoxal au vu du contexte. Alors c'est lié à plusieurs facteurs, mais notamment aussi au fait que eh ben, forcément il y avait des projets de reprise qui étaient en sommeil, des repreneurs un petit peu qui se cherchaient. Et c'est vrai que les confinements successifs ont permis un peu à ces différents projets de sortir de terre. 2021 qui a démarré, toujours dans un contexte particulier, on le sait. 2021, pour autant, aujourd'hui, le marché n'a pas forcément beaucoup bougé, dans le sens où aujourd'hui on continue d'être alimenté par de nombreux projets de reprise. Alors on le sait, hein, cette année qui vient, à court moyen terme, il va y avoir des opportunités qui forcément fera le bonheur des uns et le malheur des autres. Pour autant, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Vraiment, le message d'optimisme, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, j'insiste vraiment, au Crédit Agricole, Centre-France notamment, on n'a pas changé notre fusil d'épaule par rapport à notre politique de financement. On continue de la même manière, et j'insiste, d'accompagner les projets de reprise. Aujourd'hui, on se doit d'être, forcément, un rôle de banquier, c'est un rôle aussi de facilitateur de projets. On est une banque de territoire, donc on s'attache à notre économie en local, donc on doit vraiment avoir un rôle d'aidant et d'accompagnant dans ces projets de reprise. Pour autant, forcément, aujourd'hui, nos critères d'analyse et d'éligibilité sont toujours les mêmes, mais c'est important de les rappeler pour les potentiels repreneurs qui nous écoutent. Donc c'est clair, comme le disait David, un projet de reprise, ça se réfléchit, ça se structure et ça se prépare. Aujourd'hui, nos piliers, en tant que... Moi, je suis chargé de création de reprise, mais quand je reçois un repreneur potentiel, mes critères d'éligibilité aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire que je vais accompagner ou mon service d'engagement va accompagner un projet de reprise? On va avoir 3 piliers, on va dire, de décision principaux. Le premier pilier, qui va faire pour à peu près 50% de la décision, ça va être tout simplement vous, le repreneur. Le repreneur, ça va être le profil, avec une vraie analyse sur l'adéquation au projet. Est-ce que le repreneur correspond vraiment au fonds de commerce, aux parts, au titre qui reprend, à l'affaire qui est visée. On va forcément étudier son parcours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il en est là sur cette étape de reprendre une entreprise. On va essayer de comprendre son histoire. Comprendre à travers ses diplômes, son parcours, son expérience professionnelle. Donc vraiment la qualité du porteur, là, l'étude, on va dire, est vraiment portée là-dessus. Forcément, on le sait, par exemple, typiquement sur l'activité donc CHR, café, hôtel, restaurant, quelqu'un qui a aucune expérience là-dedans, qui veut reprendre un fonds de commerce, on le sait pertinemment, c'est quelque chose qui ne va pas forcément fonctionner dans la durée. Donc on va vraiment regarder l'expérience, encore une fois. Bien sûr, sa motivation, parce qu'il en faut aujourd'hui pour reprendre une structure. Aujourd'hui, on va vraiment appuyer sur le fait que il faut vraiment avoir une capacité, au-delà des compétences techniques, propres au métier, etc., avoir une vraie faculté de gestion, une bonne vision d'une manière générale. Alors, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, mais aujourd'hui, la capacité d'agilité d'un repreneur, d'un futur chef d'entreprise est hyper importante. On l'a vu pendant les différents confinements successifs en 2020. Aujourd'hui, on a par exemple les commerces qui ont dû forcément être hyper agiles dans leur fonctionnement, que ce soit en termes d'amplitude horaire, sur les fréquences de fréquentation, etc., sur le mode de commercialisation, hein, tout simplement. Que ça soit de mettre en place d'autres solutions, de click and collect, essayer de trouver des pistes pour conserver le business en place. Donc ça, déterminer vraiment la capacité d'agilité, de souplesse d'un futur repreneur, c'est super important. La capacité aussi à celui-ci, donc là je remets un petit peu la casquette de banquier, mais je vais parler un petit peu crûment entre guillemets, mais sa capacité à remettre tout simplement au pot, parce qu'à un moment donné, forcément, on peut avoir
6e, 7e, 8e confinement. Et à un moment donné, enfin, je vais en parler juste après, mais la trésorerie est forcément le nerf de la guerre de ces activités. Et aussi, le dernier élément, la capacité à développer aussi la structure qui est reprise par un preneur. Parce qu'on le sait, un preneur, en effet, il n'y a pas d'entreprise parfaite, d'entreprise idéale. Pour autant, il y a des fonds de commerce qui sont repris avec avec on va dire en bonne santé financière, des entreprises qui ronronnent entre guillemets. Pour autant, il ne faut pas se reposer sur ces lauriers-là, et le repreneur doit avoir des facultés à pouvoir développer ce business à travers différents critères, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier de décision. Ça va être tout simplement vous, le porteur, le repreneur, sa capacité à reprendre la structure. Forcément, le deuxième pilier, ça va être l'affaire reprise, le projet repris. Concrètement, on va étudier la pertinence économique, la concurrence en place, la clientèle, les études classiques, mais au-delà de ça, bien sûr que la valorisation de cette affaire, donc ma collègue en parlait juste avant, mais la valorisation de cette affaire, elle va être étudiée à la loupe, parce que forcément aujourd'hui, l'état du marché fait que en sortie de crise, on ne sait pas comment l'affaire CD a été valorisée. Est-ce qu'on s'est arrêté sur le bilan 2020 qui est forcément un petit peu tronqué? Donc on va plutôt analyser le bilan 2018-2019. On va regarder aussi comment, bien sûr, la structure cédante, entre guillemets, est chargée en PGE, en prêt garanti par l'État. Donc cette valorisation-là, il faut vraiment faire attention, parce qu'elle n'est pas forcément le reflet de la réalité actuelle. Est-ce que là-dessus, vous pouvez peut-être évoquer, ou Céline également, est-ce que ce PGE, ce prêt garanti par l'État, lorsque le repreneur va acheter l'entreprise, il doit être remboursé, il doit être laissé dans les comptes? Comment ça se passe à ce moment-là? Alors après, ça sera plus, on va dire, le domaine de David, mais concrètement, selon le montage, si c'est la reprise d'un fonds de commerce ou la reprise de part, David, si vous êtes plutôt spécialiste, mais la question a été posée effectivement. Donc c'est vrai qu'un PGE qui a été fait et obtenu par une entreprise qui ensuite va vendre son fonds de commerce. Là, le PGE ne va pas suivre le fonds de commerce, puisqu'on vend un élément d'actif. Donc ça, c'est un premier schéma de transmission d'entreprise. On prend le fonds de commerce et on le cède à généralement une autre structure qui a été créée pour racheter ce fonds de commerce. Donc là, le PGE, finalement, c'est le cédant qui va s'en occuper. Par contre, sur une vente de titres de société, où là, la société perdure, en fait, on a simplement la propriété des titres qui va changer. Dans ce cas-là, le repreneur reprend l'ensemble des actifs et des passifs, donc notamment l'ensemble de l'endettement de l'entreprise, dont le PGE. Donc effectivement, on se trouve aujourd'hui dans des situations où on a des entreprises qui sont à céder. Le dirigeant a souscrit un PGE. Il a souvent bien fait, parce que c'était une démarche de prudence et une démarche de préservation de son entreprise et de sa trésorerie. Par contre, après, effectivement, dans l'analyse que va faire le repreneur de l'entreprise, il va bien falloir qu'il intègre que ce PGE, il va arriver en phase d'amortissement, et donc le montant du remboursement du PGE va venir s'imputer en partie sur la capacité d'autofinancement de l'entreprise, qui elle-même doit être nécessaire pour rembourser la dette de rachat. Alors c'est un peu technique, mais en tout cas, il faut absolument que le repreneur le prenne en compte, et de toute façon, la banque qui le financera le regardera, parce qu'effectivement, ça va diminuer d'autant, quelque part, la capacité de remboursement de l'entreprise pour la future dette de rachat. Et donc, tout à fait. Et au niveau des PGE, pour donner un petit peu un indicateur, aujourd'hui, globalement, donc en effet, les PGE là, vont passer en phase, on va dire, d'amortissement, donc avec une période, on va dire, de différé possible. Mais concrètement, aujourd'hui, les entreprises qui ont sollicité un PGE, les premiers chiffres qu'on commence à avoir, c'est qu'il va y avoir au moins la moitié des entreprises qui passeront bien sûr ce PGE en phase d'amortissement, mais la tendance, à mon avis, va plutôt aller à 75%, 3/4 des entreprises qui vont passer en phase d'amortissement sur ces PGE. Forcément, ces PGE, c'est quelque chose d'inédit pour tous, mais nous aussi en tant que banquier, parce que on le sait, le financement professionnel aujourd'hui, c'est un véritable enjeu pour le développement d'une structure,
Mais encore une fois, j'insiste bien sur le terme développement. Aujourd'hui, le PGE, malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà, entre guillemets, grignoté cette enveloppe-là, et on n'est plus sur du développement. Donc c'est vraiment un enjeu à court et moyen terme pour les entreprises, et notamment les entreprises qui vont être reprises. Donc j'étais sur les critères un petit peu d'éligibilité. J'ai parlé donc des deux premiers piliers, forcément la qualité du projet, la valorisation du projet et la qualité du repreneur, et forcément le dernier pilier de décision, ça va être la partie business plan, plan de financement. Donc aujourd'hui, un prévisionnel sur une reprise d'activité, et ben forcément, il faut qu'il soit réaliste et réalisable. Il faut qu'il soit concrètement équilibré. Je parle sous votre contrôle, hein, Oui. mais donc il faut qu'il soit ni trop optimiste, dans le sens où si on voit un business plan avec un chiffre d'affaires qui est doublé par rapport au bilan du cédant, on va se poser quand même quelques questions. Au contraire, s'il est minimisé, s'il est trop pessimiste, à un moment donné, il va y avoir forcément des postes de charge qui va manquer, peut-être la rémunération du dirigeant, etc. Donc la partie trésorerie, j'en parlais tout à l'heure, elle va être hyper importante, surtout au démarrage, surtout dans notre contexte actuel. Donc aujourd'hui, forcément, nous, notre rôle de banquier, ça va être de proposer peut-être au moins pour 2021 des différés de quelques mois pour essayer de consolider un petit peu cette trésorerie de départ. Et encore une fois, aujourd'hui, la banque, forcément, on a un établissement prêteur, donc on va demander forcément un niveau d'exigence en termes de garantie derrière sur le financement. Donc ça, c'est important pour les repreneurs potentiels qui nous écoutent. Donc un niveau de garantie, forcément, vous avez les garanties classiques, on en parlait tout à l'heure, la BPI, mais il y a aussi la CIAJ, il y a aussi des plateformes, par exemple France Active sur la partie garantie, on va dire en local, les nantissements forcément de fonds de commerce de par les garanties réelles, et il va y avoir une notion aussi de ce qu'on appelle la caution solidaire. La caution solidaire, alors c'est toujours un petit peu, on va dire, le caillou dans la chaussure, parce que c'est toujours un peu la partie où il va y avoir vraiment négociation entre l'établissement prêteur et le porteur de projet, la caution solidaire, parce qu'on va concrètement vous demander d'engager un petit peu votre patrimoine personnel à hauteur de 10%, 20%, 30% du financement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un refus de votre part sur cette partie caution solidaire, nous, ça peut être perçu aussi pour nous comme un manque d'implication sur votre projet de reprise, parce que peut-être que vous ne croyez pas suffisamment à votre projet pour être prêt à engager votre patrimoine personnel. Donc la partie caution solidaire, elle est hyper importante. Sur la partie business plan, aussi, quand on étudie un petit peu les charges externes, bien sûr la masse salariale elle est hyper importante, on en parlait tout à l'heure, mais aussi un petit focus sur la partie loyer, parce que ça reste un des postes de charges externes qui est le plus important. Il ne faut pas forcément toujours privilégier un excellent emplacement au détriment d'un loyer, ça c'est important. Et encore une fois, bien sûr, les capitaux propres, la partie apport, forcément, elle va être analysée, parce que ça reste un des critères d'éligibilité premiers sur un projet de reprise. Donc un petit rappel sur une norme, on va dire, selon les activités, etc., ça diffère un petit peu, mais on va dire la norme classique qu'on demande, c'est à peu près 20% d'apport sur un besoin de financement global. Alors pourquoi 20%? Concrètement, on pourrait toujours se dire qu'un établissement bancaire est en capacité de prêter l'intégralité du financement. Pour autant, sur la partie professionnelle, aujourd'hui, on exige quand même ces 20%, parce que forcément, ces 20% d'apport, ça va alléger la sollicitation bancaire. Donc forcément, ça va alléger les échéances, et au bout du bout, ça va baisser bien sûr le point de mort et le seuil de rentabilité. C'est aussi pour nous une caractéristique d'un bon gestionnaire, d'un bon profil entre guillemets, qui a pu se constituer un capital. Ça va aussi permettre de voir un peu l'implication du repreneur qui est prêt à mettre de son patrimoine en numéraire sur son projet. Bien sûr, c'est partager aussi le risque, parce que quelque part, on le sait, aujourd'hui les normes au bout de la troisième année d'activité, là, il y a la moitié, on va dire, des structures qui ne survivent pas. Donc forcément, quelqu'un qui aura mis
un peu de son patrimoine personnel, un peu d'apport, forcément, il aura tendance à baisser les bras un petit peu moins vite en cas de défaillance de la structure. Pour autant, ces 20%, il ne faut pas non plus vous formaliser entre guillemets avec ça, parce qu'il existe aujourd'hui, si vous n'avez pas ces 20% d'apport sur votre projet de financement, il existe des plateformes en local qui sont très pertinentes et on appuie systématiquement là-dessus. C'est les plateformes initiatives, voire les plateformes des réseaux initiatives et des réseaux entreprendre. Donc ces plateformes-là, elles vont accompagner les porteurs de projets, les repreneurs, les futurs repreneurs, en octroyant en fait, sous réserve de passage en comité, mais elles vont octroyer des prêts d'honneur, donc des prêts à taux zéro, qui seront remboursés sur le compte perso, mais ces prêts-là, en fait, ils vont rentrer en apport personnel sur le projet pro. Donc ça, c'est hyper important, et c'est un vrai levier, un vrai facilitateur pour tous les repreneurs potentiels. Voilà, donc pour conclure, globalement, encore une fois, un message optimiste, dans le sens où aujourd'hui, nous, Crédit Agricole Centre France, on continue d'accompagner les porteurs de projets. On se doit d'avoir un même devoir envers nos clients, à savoir aider et être facilitateur vraiment des projets de reprise d'une manière générale. Merci beaucoup Nicolas. Alors on va peut-être continuer parce que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure cette notion d'adéquation homme-projet. C'est vrai que c'est compliqué. Enfin, il faudrait 2 jours de conférence pour évoquer cette démarche-là. Il est évident que s'il n'y a pas adéquation entre les deux, ça va un petit peu complexifier la situation, mais ça reste des questions qui nous sont posées, que ce soit sur cette notion de mise en relation et de validation entre les deux, mais aussi de transmission de savoir. Comment est-ce que l'on peut s'assurer que le savoir que le cédant va partager, va être acquis et va pérenniser l'entreprise. Et puis une autre question qui est un peu concomitante autour du chiffrage. Vous l'avez abordé un petit peu, David, mais comment sait-on, mais peut-être Nicolas, pouvez-vous aussi l'évoquer, ou Céline, comment sait-on que c'est le bon prix et que si le cédant en demande 10 et que le repreneur dit que ça en vaut 1, comment est-ce qu'on trouve une médiane entre ces deux parties ? Homme, relation entre cédant-repreneur et chiffrage de l'entreprise. Alors, j'y vais, si vous voulez, sur la relation cédant-repreneur et la transmission du savoir. Parce que bon, ça c'est capital, effectivement. Enfin, comme ça a été souligné par Nicolas, c'est le nerf de la guerre, quoi, que le repreneur soit compétent pour gérer sa future entreprise. Alors, effectivement, ça fait partie de l'adéquation projet. On ne peut pas forcément, par contre, faire systématiquement un copier-coller entre les compétences du repreneur et les compétences du cédant. Alors, c'est bien que le repreneur connaisse un peu le métier de l'entreprise, sachant qu'il n'aura peut-être pas non plus la même posture que le cédant dans la future entreprise. Il sera peut-être plus, lui, un développeur que le cédant n'était un technicien, par exemple. Ça se voit régulièrement. Toujours est-il qu'on a des méthodes ou des moyens pour assurer la transition. Et très généralement, lors d'une session, donc c'est des choses qui viennent en discussion en amont de la signature du protocole d'accord et de l'acte de vente, mais c'est des choses qui s'organisent et qui se prévoient. Alors généralement, le cédant va très souvent rester un certain temps dans l'entreprise après la session, de manière à faire la passation avec le repreneur, ne serait-ce que pour lui présenter les principaux clients, les équipes, et puis faire cette passation technique nécessaire. Même si le repreneur ne sera pas forcément, lui, à 100% dans l'atelier, par exemple, pour une activité de production. Donc on prévoit cette passation-là quasiment systématiquement, même si elle n'est pas très longue, elle sera pratiquement systématique, en effet. Et sachant qu'il y a des dispositifs qui existent, notamment les conventions de tutorat, dans le cadre de cédants qui partent à la retraite, qui permettent justement d'organiser de manière assez souple cette passation de pouvoir entre un vendeur et un repreneur, de manière à ce que le cédant reste dans l'entreprise pendant un temps qui peut être assez long, sans pour autant trop coûter entre guillemets à l'entreprise, de manière à ce que l'opération reste équilibrée.
Mais cette discussion sur l'accompagnement rejoint aussi celle de la valorisation, parce que très souvent, voilà, c'est un vase communicant. Voilà, ce que le repreneur paiera peut-être en moins sur l'opération, il le donnera peut-être au cédant pour lui permettre de lui assurer un bon accompagnement. Oui, tout à fait. Effectivement, voilà, ça fait partie des choses dont on tient compte dans le cadre de l'évaluation. Donc, une évaluation d'entreprise, c'est effectivement alors tout un tas de données chiffrées qu'on va analyser, décortiquer. On va s'appuyer aussi sur les statistiques locales du métier pour tenter de déterminer un prix avec différentes méthodes assez techniques. Il va falloir de toute façon, à mon avis, avoir un regard aussi critique sur les chiffres sur lesquels on aboutit, pour tenir compte un petit peu de tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, vraiment des spécificités de l'entreprise, de ce qui a pu se passer dans l'entreprise au cours des dernières années, et également de ce qu'on imagine pour la suite. Ça fait partie des étapes d'évaluation. Et à mon avis, un prix pertinent, c'est aussi un prix qui va être soutenable par la suite, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, une fois que le prix est fixé, pour le payer, il va falloir certainement emprunter et il va falloir du coup rembourser cet emprunt. Donc il faut que la charge d'emprunt soit soutenable aussi sur le moyen long terme. Tout à fait. Et pour conclure, de toute façon, aujourd'hui, même s'il existe plein de ratios aujourd'hui pour calculer la valorisation d'une structure, que ce soit en fonction de la typologie d'activité ou autre. De toute façon, le dernier, on va dire, le dernier facteur qui va déterminer tout ça, bien sûr, c'est l'offre c'est la règle de l'offre et la demande. Donc à un moment donné, il n'y a pas de véritable prix. Le prix, c'est celui qui aboutit à une vente. Donc pour revenir, c'est clair qu'aujourd'hui, quand ça se passe bien, souvent, c'est clair que quand il y a une phase de transition, d'accompagnement, on le sait, ça se passe toujours mieux, et ça, on insiste là-dessus pour que le cédant il puisse épauler le repreneur au minima quelques mois pour que ça fonctionne bien. Mais dans tous les cas, c'est clair que nous, on va être regardant en termes d'analyse du risque par rapport au prix de cession, etc. Mais n'importe comment, c'est clair qu'aujourd'hui, l'équilibre de marché va faire que le bon prix, c'est celui qui aboutit à une vente au bout du bout, quoi. Voilà. Et qui permet d'être remboursé. Et le risque, en fait, souvent, c'est que quand on est repreneur, on est aussi passionné, et on a parfois tendance à occulter ce prix parce qu'on la veut à tout prix, cette entreprise. Et au final, je crois qu'aussi c'est aussi le rôle des experts de remettre un petit peu la personne les pieds sur terre pour lui dire attention, si vous l'achetez ce prix-là, vous allez au-devant de difficultés pour rembourser. Donc, effectivement, c'est ce dosage et cette négociation, et aussi ce côté affect de la part d'un repreneur quand il a une cible qui lui convient. Alors, il nous reste 3 minutes, juste évoquer une dernière question. Qui est décomposée en 2 parties, et je pense que la deuxième partie, on ne l'abordera pas forcément de manière très approfondie, puisque cela concerne les aides financières qui sont possibles, et là, ça va être à chaque fois afférent au dossier qui va être concerné, qu'il s'agisse des financements, vous les avez évoqués, au travers des financements bancaires, certes, mais également des plateformes. Et nous avons la chance sur ce territoire d'avoir énormément d'accompagnements qui existent et qui peuvent être levés. Par contre, qu'en est-il du stock? Et en 2 mots, ce stock est-il inclus dans le prix d'un fonds de commerce? Alors là, on n'est pas forcément dans la TPE ou la PME, mais dans le fonds de commerce, le stock est-il intégré? Alors, JD, pardon. Difficile avec ces masques. Oui. Voilà. Alors, traditionnellement, non, le prix du stock n'est pas inclus dans le prix du fonds de commerce. Le prix du fonds de commerce tient compte, en fait, de la clientèle de l'entreprise et également des matériels. Voilà, des matériels durables de l'entreprise. Par contre, effectivement, le stock en général est négocié à part et généralement aussi fait l'objet d'un financement particulier. Oui,
Tout à fait. Alors, c'est un peu particulier sur on va dire, on va raisonner vraiment quand on analyse un dossier de reprise, quand on établit un peu la liste, on va dire, des besoins, donc le fonds de commerce, éventuellement en effet les stocks, la trésorerie, les frais divers. On va le rentrer dans une enveloppe vraiment globale. On va pas forcément l'affecter à une ligne de financement propre. Quand on finance, en tout cas au Crédit Agricole Centre France, une reprise, on va raisonner vraiment en enveloppe globale qu'on va éventuellement décomposer en fonction de certaines lignes de financement, mais on va raisonner sur une même ligne de financement qu'on va amortir sur 5 à 7 ans, 7 ans généralement en moyenne, et on va, entre guillemets, tout inclure dedans. Mais bien sûr qu'au départ, on va bien regarder chaque poste de dépense sur la liste des besoins. Merci beaucoup. Alors, il est 19 h. Nous allons maintenant vous souhaiter une belle soirée et 2 mots, je pense que vous l'aurez compris, sur ce temps qu'il est important de prendre dans le cadre d'une reprise d'entreprise, peut-être encore plus que dans le cadre d'une création d'entreprise. Cette réactivité qu'il faut avoir, y compris par rapport à cet espace-temps si particulier que nous vivons aujourd'hui. La nécessité d'avoir une équipe de conseil autour de vous le plus tôt possible, et puis surtout un conseil de chambre de commerce et de spécialistes. Je pense qu'ils seront unanimes autour de ça. Surtout, n'y allez pas tout seul. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et je l'espère à très bientôt au sein de notre chambre de commerce.